BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Et un grand bonjour à vous toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver, comme chaque week-end, vous le savez, sur BFM Business, le dimanche matin à la radio, à la télé, puis sur 01 TV, sur YouTube, sur 01net.com et sur votre box, pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech. Avec au menu, tout à l'heure, mon invité dans une vingtaine de minutes sera Alain Veil, le patron de Next Radio TV, le patron d'Altis, qui, avec tous ses petits camarades de radio concurrente, a lancé il y a quelques jours Radio Player, qui est une espèce de plateforme qui permet de retrouver sur une appli, sur un smartphone ou même sur l'ordi, toutes les radios. Quelle est la stratégie derrière cette espèce de jukebox de radio ? On en parlera avec Alain Veil, mon invité, et puis aussi l'avenir des médias, puisque c'est aussi et avant tout un homme de médias. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous joindre et nous laisser un petit message sur la page Facebook de quoi je me mêle, et avec le hashtag DQJMM, vous rentrez en contact avec nous sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue. Et on commence bien sûr par l'actu chaude de ces dernières heures, de ces derniers jours. C'est le Club de la Presse IT. C'est avec cette semaine Nicolas Lelouch. Bonjour Nicolas. Bonjour François. Journaliste à 01net.com, et Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Journaliste à l'Express. Et on va, avant de commenter les résultats financiers, là c'est on va dire la livrée, la saison des résultats financiers de tous les grands GAFA. Un mot sur cette actu qui est toute chaude, Emmanuel, et que tu voulais commenter, c'est le changement stratégique de la part de Huawei, le géant chinois qui pendant des années a été le numéro 1 des télécoms, des smartphones, et qui là change carrément de stratégie. Enfin, en tout cas, en partie de stratégie. En partie, oui, effectivement. Alors, c'est une information de Reuters qui est tombée tout récemment. Donc, effectivement, Xiaomi chercherait à acquérir un fabricant d'auto électriques. Xiaomi ou Huawei ? Parce que tu as dit que Xiaomi. Huawei. D'accord. Parce que Xiaomi est aussi sur le coup. Aussi, je me suis dit compliqué là. Exactement. Donc c'est Huawei. Exactement, Huawei. Au vu des difficultés que le groupe a, notamment avec les mesures de rétorsion américaines et l'accès aux composants, que ce soit pour ses smartphones ou les stations de base pour la 5G, la société essaye de trouver en fait un relais de croissance pour essayer de se sortir un petit peu de tous ces problèmes-là. Et effectivement, il regarderait à se lancer sur l'automobile électrique et connectée. Donc Xiaomi aussi, on en parlera peut-être un petit peu après. Et l'idée, c'est de prendre possession d'un des acteurs chinois pour mettre un pied directement dedans. Alors pour l'instant, il se trouve qu'un des acteurs qui aurait été approché ne veut pas céder complètement le capital. Et en parallèle, Huawei serait prêt aussi à rentrer au capital d'un des sous-traitants de l'industrie automobile, justement pour avoir une sorte d'intégration verticale, c'est-à-dire intégrer les composants d'un côté, ne plus dépendre aussi de composants tiers pour fabriquer une automobile électrique, et puis la conception même avec un fabricant. Donc on voit que Huawei, comme Xiaomi, excusez-moi, j'ai vraiment du mal avec les deux groupes chinois, essaye d'apporter la connexion avec la 5G dans les voitures électriques de demain. Nicolas, c'est intéressant parce qu'on voit que Huawei est en train d'étouffer par les mesures de rétorsion que Emmanuel évoquait, notamment avec les États-Unis qui ont coupé les vivres en termes de logiciels et aussi de certains composants électroniques. Ça te paraît logique comme suite et comme stratégie Huawei de se lancer dans l'automobile électrique ? Oui. Ça fait penser beaucoup à Xiaomi d'ailleurs. Emmanuel nous l'a dit. C'est clair. Ils ont longtemps tenté, Huawei, de faire semblant que les sanctions américaines n'avaient aucun impact ou n'auront aucun impact. Et depuis quelque temps, ils disent que les États-Unis ont fait beaucoup de mal à l'industrie, que c'est eux qui paieront les conséquences, que c'est à cause d'eux qu'il y a la pénurie de composants. Donc ça y est, ils sont enfin sortis de leur silence. Ils admettent qu'en effet, leur marché du smartphone est quasiment mort, ou en tout cas, il est en danger en ce moment. Ça avait déjà été déclaré il y a quelques semaines que Huawei pensait qu'avec le marché de l'automobile, ils pouvaient compenser les ventes de smartphones. À voir, c'est compliqué. Un truc que je trouve très intéressant dans leur stratégie, et si l'article de Reuters dit vrai, avec le constructeur s'appelle Socon, il n'est pas du tout connu en Europe, mais ça serait ce constructeur-là qui est visé par Huawei, c'est que Huawei fait ce qui était logique pour tous les autres constructeurs, à savoir racheter quelqu'un. On dit Apple aurait pu racheter Tesla, Xiaomi peut racheter quelqu'un, et au final, tous ces constructeurs-là disent non, nous on veut créer notre propre voiture de zéro en partant justement sur une base nouvelle. Huawei, lui, va plutôt dire on achète un acteur qui existe déjà et on accélère, pour être opérationnel très rapidement. L'avantage, s'ils achètent quelque chose comme Socon,
c'est qu'ils peuvent très bien changer un modèle existant, mettre le logo Huawei et le lancer en un mois. C'est ça en fait la force justement d'un rachat, et ça prouve que Huawei ne veut pas perdre de temps, et je suis convaincu que ça va aboutir d'une manière ou d'une autre, et que tous ces constructeurs chinois, toutes ces marques de tech vont se lancer sur le marché de l'automobile d'une manière ou d'une autre. Et ça prouve quand même l'agilité de ce géant chinois qui, mine de rien, voit que le chemin du smartphone est bloqué. Paf, on va sur un autre chemin qui est porteur, celui de l'électrique. C'est assez intéressant. On le disait tout à l'heure, c'est la semaine des résultats financiers. Alors, on va les commenter, ces résultats. On commence peut-être par Apple, parce que, évidemment, ce sont peut-être les plus spectaculaires. Alors, il y en a d'autres aussi qui sont impressionnants, parce qu'on se rend compte que tous ces géants de l'Internet, d'une manière générale, Nicolas, et après on donnera la parole à Emmanuel, ont bénéficié à 100% de cette période incroyable de pandémie. Complètement. C'est le constat. C'est pour ça que je trouve que c'est particulièrement intéressant aujourd'hui de parler des résultats financiers de ces entreprises. C'est qu'on dit que le monde va mal, que l'économie s'effondre, mais si on a bien quelques-unes d'entreprises qui n'ont pas l'air de souffrir, c'est les GAFA, c'est tous ces géants de la tech qui se gavent pendant la pandémie. Désolé d'employer ce mot, mais c'est presque insolent, excusez-moi. Ça en est presque insolent, mais complètement. Je vais vous donner quelques chiffres. On va commencer par Apple, c'est le plus gros. Au trimestre dernier, ils avaient dépassé les 100 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires. C'est un record historique, c'était jamais arrivé. Là, sur le deuxième trimestre, qui est censé être un trimestre faible, c'est-à-dire que le trimestre de janvier à mars, c'est pas celui où les marques vendent le plus parce qu'on est après Noël. Et pourtant, sur ce trimestre-là, 89,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, une augmentation de 54% d'une année sur l'autre. Le bénéfice, il est en hausse de 110%. Apple a gagné 23,6 milliards de dollars qu'il a sécurisé sur son compte bancaire. Donc c'est absolument délirant. L'iPhone, plus 65%. L'iPad, plus 78%. Le Mac, plus 70%. Le Mac bat des records. C'est historique, jamais le Mac s'est aussi bien vendu. Il y a un effet pandémie, mais il y a aussi un effet plus M1 qui a tellement eu bonne presse que les gens se disent il faut acheter un Mac maintenant, et ils ont bien raison parce qu'en effet Apple est en train de prendre de l'avance sur le marché du PC. Et après les services, là je suis un petit peu plus sceptique parce qu'Apple revendique 660 millions d'abonnés payants, soit une augmentation de 145 millions d'une année sur l'autre, c'est immense, sauf que qu'est-ce qu'ils appellent abonnés payants ? Est-ce qu'une personne qui a plusieurs abonnements est comptabilisée plusieurs fois, une fois ? Est-ce que quelqu'un qui paye Apple TV+, 5 € par mois, mais qui a du coup un avoir de 5 € par mois, parce qu'Apple offre de l'argent aux gens qui ont Apple TV+, est considéré comme un abonné payant. C'est un peu flou ce chiffre-là. Le chiffre est un petit peu flou. C'est facile en fait de revendiquer autant d'abonnés alors qu'Apple n'est pas encore sur une stratégie très assumée là-dessus. Emmanuel ? Ouais, c'est vrai, Nicolas a totalement raison. Surtout qu'aujourd'hui, quand on achète un iPhone ou un iPad, on a Apple TV+ qui est intégré dedans pendant un an, gratuitement. Donc on est un abonné gratuit, mais on est quand même un abonné. Donc je pense qu'Apple nous met aussi là-dedans quand on achète un nouveau terminal de la société. Moi, dans les deux groupes dont on va parler, je pense qu'il faut différencier deux types de groupes, ceux qui vivent de la publicité, donc Google et Facebook, qui eux, en fait, bénéficiaient pas tant de la pandémie, mais du rebond post-pandémie, avec les plans de relance de tous les gouvernements qui donnent de l'argent, qui injectent de l'argent dans l'économie. Du coup, toutes les entreprises commencent à acheter de la publicité pour essayer de relancer leur activité. Bien sûr. Donc ça profite à fond, effectivement, à Google et donc c'est les États qui financent, financent Google et Facebook. Merci beaucoup, c'est sympa. Et de l'autre côté, plutôt, alors là, on peut dire les constructeurs. Alors là, on met effectivement Apple dedans, mais on peut mettre aussi Microsoft, puisqu'ils ont une division toujours Microsoft Consumer, où ils vendent des tablettes et des ordinateurs, et sur lequel aussi on s'appuie tous les deux s'appuient, enfin surtout à Microsoft sur leur cloud, pour proposer des services aux entreprises. Donc là, on voit plutôt effectivement le télétravail qui pousse et drive Apple d'un côté et Microsoft de l'autre. Et puis on parlera du jeu vidéo qui pousse en partie Microsoft et puis un autre acteur qui s'appelle Sony. Donc on voit qu'en fait, tous en profitent, mais pour différentes raisons. Donc Apple, résultat faramineux. C'est absolument délirant pour un deuxième trimestre. Voilà. C'est fou. On rentre un peu dans les détails concernant Google et Microsoft. Et après Facebook. Qui peut y aller. Je peux le faire pour Google. Là aussi, c'est un record historique pour ce trimestre, donc de janvier-mars. 55,3 milliards de dollars, une augmentation de 34% d'une année sur l'autre. Ce qu'on remarque, ce qui est surtout intéressant là-dedans, c'est que évidemment, la pub, c'est le driver principal de Google, Emmanuel le disait, mais on a YouTube qui représente 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires à lui seul. C'est quasiment le double de ce que c'était avant pandémie. Donc les gens passent beaucoup de temps sur YouTube, et tout ça, c'est pas YouTube Premium, c'est le marché de la publicité sur YouTube. Donc
À voir comment Google va réussir à garder cette clientèle post-pandémie. Il faut dire que la pub a augmenté sur YouTube. Il y a beaucoup plus de pubs qu'avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, on l'a tous remarqué que la pub était beaucoup plus agressive sur YouTube. Et puis, ça a été quand même le compagnon du confinement pour beaucoup d'entre nous. Hein. Exactement. Et c'est l'avantage, contrairement au service payant, c'est gratuit. Donc, évidemment, ça attire du monde. 6 milliards YouTube à lui seul, ça représente autant que la division qui s'appelle Autre Truc chez Google. J'adore ce nom. Et Autre Truc, c'est le matériel, le Play Store, c'est tout justement les petites divisions intermédiaires. Le smartphone, 6,5 milliards en l'occurrence. Donc bref, Google va aussi très bien. Et de leur côté, il y a quelque chose d'assez cool. Ils ont dit qu'il y aura des annonces significatives lors de la prochaine Google I.O. On voit justement des images d'archives à l'instant. Donc ça voudrait dire que Google, après un an de pause et quasiment pas eu de produit l'année dernière, on va avoir beaucoup de choses, que ce soit côté logiciel ou produit. Donc on a assez hâte de ce côté. Tu veux rajouter quelque chose sur Google ? Non, parce qu'effectivement, je pense que Nicolas a bien dressé un peu le tableau de la société qui se porte très très bien. Sur Microsoft, peut-être ? Oui, alors Microsoft, c'est pareil, on est autour de 41,7 milliards de dollars, là aussi en très très forte croissance, porté notamment par le cloud, qui fait toujours 15 milliards de chiffre d'affaires. Alors, chez Google, le cloud augmente, mais c'est 4 milliards en termes de comparaison sur le même trimestre. Donc 4 milliards chez Google, 15 chez Microsoft, donc on n'est pas du tout dans la même cour. Et puis, je parle même pas d'Amazon, dont on attend encore les résultats, qui devraient tomber d'ici peu. Donc on voit que le cloud, justement, bénéficie à fond pour Microsoft. Notamment, Satya Nadella a beaucoup parlé de Teams, qui aujourd'hui est devenu en fait le gros pourvoyeur de croissance aussi pour Microsoft, en l'intégrant notamment dans la suite Office 365. Donc ça devient un outil de travail, mais aussi un outil grand public. C'est ce qui est assez fort, c'est que Microsoft a réussi à transvaser cet outil entreprise vers le grand public. Oui. Tout le monde se sert de Teams aujourd'hui. Exactement, au détriment de Skype. Donc Skype, on n'en entend plus parler. Enfin, vous verrez dans l'Express, là j'ai eu les chiffres, donc c'est catastrophique les chiffres de Skype, voilà, donc mais vraiment catastrophique. Qui appartient aussi à Microsoft. On se rend compte que peut-être que Microsoft est en train de petit à petit de laisser tomber Skype au profit de Teams. Exactement, parce que et d'ailleurs ils arrêtent. Dans Teams, il y a des technologies Skype. Exactement. Et par exemple, il y avait Skype for Business, donc pour les entreprises, qui va en fait s'arrêter au mois de juillet et qui va être entièrement basculé sur Teams. Donc voilà, c'est pour dire que c'est le bébé de Satya Nadella, Teams. Skype, c'était le bébé de Steve Ballmer, donc on voit aussi la transition entre les deux PDG. Et effectivement, Microsoft a aussi bénéficié de la division Xbox, qui se porte plutôt bien. Donc jeux vidéo, cloud et puis télétravail. Donc c'est vrai que ça s'est jamais aussi bien passé aussi pour Microsoft. On a parlé de Facebook. Bon, là aussi, résultat 46% de croissance. Là aussi, c'est de la publicité à 25 milliards de dollars sur le trimestre. Là aussi, c'est les annonceurs qui sont revenus. Encore une fois, on est dans une post-pandémie, donc là il faut relancer l'économie et donc on voit que toutes les entreprises mettent beaucoup d'argent sur la table pour essayer d'attirer le public pour qu'on commence à dépenser un peu d'argent. Les restaurants, les petits e-commerce, etc. Exactement. C'est vrai que c'est quand même un Alors il y a quand même formidable. Une petite contrepartie, c'est que à force d'avoir une telle santé insolente, je plagie Nicolas Lelouch, mais à force de se gaver, il se trouve que Biden veut remonter le taux d'imposition qui était de 21% pour les sociétés à 28%. Ah zut, donc ça, plus pas 7%, bon. Voilà. Donc on voit que, et même que les États-Unis va avoir un taux d'imposition sur les sociétés supérieur à la France, puisque nous on est aujourd'hui entre 26,5 et 27,5%. Donc on voit que la contrepartie de ça, c'est qu'à un moment donné, certes l'argent public est injecté, mais il faut bien le récupérer d'une façon ou d'une autre, et notamment pour pas laisser ces entreprises-là en profiter et tout garder pour eux. Mais est-ce que ça va pas être justement la possibilité pour tous ces GAFA de stocker de l'argent en dehors des États-Unis, comme l'a fait Apple, etc. Est-ce que ça va pas accélérer aussi Très bonne remarque, François. D'ailleurs, c'est pour ça que Joe Biden, j'ai failli te confondre avec le président des États-Unis, peut-être. Demande un taux d'imposition. J'ai encore le temps, il est un petit peu plus vieux que moi, donc ça va bien. Demande un taux d'imposition mondial de 21% minimum. D'accord. Et l'Europe, cette semaine, a dit qu'ils étaient prêts à se s'allier aux États-Unis. Donc on voit en plus qu'au niveau mondial, il y a une forme de concertation, de mettre en place un système d'imposition. Mais sauf qu'il suffit qu'il y en ait un qui dise non pour que tout le monde se jette sur un seul. Alors, c'est ça le problème, c'est que ce pays va se retrouver face aux États-Unis et à l'Europe. Donc il va y avoir une énorme pression. Mais ça va être très intéressant. On parle de Sony maintenant, Nicolas, avec
là encore, la PlayStation 5 qui est sortie il y a quelques mois, juste à la fin de l'année 2020, on a des chiffres de vente. Ouais, Emmanuel a parlé des Xbox tout à l'heure. Microsoft ne dit pas combien il en a vendu. Par contre, il dit que sa division Xbox est en hausse de 232%. C'est beaucoup, donc ça veut dire que les Xbox se vendent bien. Par contre, Sony sont un petit peu plus factuels parce qu'ils nous disent exactement combien de PS5 ils ont vendu. C'est assez rare de le faire aussi rapidement au niveau du lancement d'un produit. Ça veut dire qu'ils sont plutôt fiers s'ils le disent. Ils sont plutôt fiers, en effet. Rappelons qu'il y a une pénurie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, trouver une PS5, il faut être très fort. Il n'y a quasiment jamais de stock. Mais malgré ça, il y a eu 7,8 millions de PS5 vendus en 5 mois, donc depuis le lancement de la console. Ça prouve que c'est un succès colossal. Dites-vous que rien que sur le trimestre dernier, il y a eu 3,3 millions de PS5 et 1 million de PS4. Donc la PS5, c'est déjà 3 fois la PS4 en termes de volume de vente. Mais il se vend encore des PS4, finalement. Évidemment, oui, il y a toujours des joueurs qui vont l'acheter juste pour un jeu, ça va être un usage très limité. Elle est moins chère aussi. Elle est moins chère, il y a des packs, donc forcément, il se revendra encore pendant 2-3 ans, mais ça va forcément chuter, et ça va devenir vraiment minime en termes de part de marché. Mais c'est dingue parce que quasi 8 millions de consoles vendues, alors qu'ils ont sans doute raté la moitié des ventes. Enfin, je veux dire, c'est fou. C'est-à-dire que ce sont des chiffres incroyables, mais enfin, toutes et tous, on a été confrontés à des amis ou à des proches qui n'ont pas pu trouver de PlayStation 5 et qui, à ce jour, n'en ont pas encore trouvé. C'est toujours le cas, bien sûr. Donc, on peut imaginer que s'il y avait eu du stock, ils auraient au moins doublé les ventes. C'est possible, mais franchement, il y a des chances que ce soit vraiment le minimum du potentiel de Sony. C'est là où on peut se dire que cette PS5 est partie pour battre des records. Il y a quand même un point que je trouve intéressant dans toute cette histoire, c'est que le chiffre d'affaires de la division PlayStation, il est en hausse, c'est immense, on passe de 3,2 milliards d'euros à 4,9 milliards d'euros, mais malgré ça, le bénéfice, il est plus petit. Donc on a la preuve de ce qu'on sait tous, à savoir que quand on lance une console, on la vend à perte. Sony avoue lui-même que il y a des choix stratégiques qui ont été faits pour maintenir justement un prix d'appel à 400 ou à 500 euros sur la PS5, qui fait que du coup il y a des composants qui coûtent trop cher à fabriquer. Sur le long terme, ils sont pas inquiets, ils vont réussir à rentabiliser ça, à apprendre à mieux les fabriquer plus vite. Mais aujourd'hui, quand Sony vous vend une PS5, en réalité, ils gagnent pas encore d'argent, mais bon, c'est pas grave, il y a les jeux, il y a plein de choses pour compenser. 70 ou 80 euros le jeu, c'est sûr, ça va vite. Emmanuel. Oui, effectivement, puisque d'une part, les éditeurs doivent acheter un kit de développement pour porter les jeux sur environnement PlayStation, enfin en l'occurrence PlayStation 5. Puis après, ils versent des royalties à chaque vente effectivement de jeux vidéo. Et ce qui est important de voir, c'est le nombre de jeux vidéo vendus par console. Et donc là, comme on est en début de vie, c'est un chiffre qu'on n'a pas encore par rapport à une PlayStation 4 où se vend encore beaucoup de jeux sur la PlayStation 4. Donc la PlayStation 4 permet de financer le lancement de la PlayStation 5 d'une certaine façon, le temps qu'il y ait une base installée suffisamment importante justement pour générer suffisamment de cash. Donc après, il va falloir aussi voir si il ne va pas y avoir une pénurie constante, puisqu'avec les problèmes de composants qui va toucher l'ensemble des secteurs, puisque Apple a même mis le frein sur son prochain trimestre en disant on risque d'avoir 3 à 4 milliards de pertes, enfin de chiffre d'affaires en moins, à cause des pénuries de semi-conducteurs. Donc même Apple, qui est pourtant un client immense de ces semi-conducteurs, donc Sony va devoir aussi... donc je pense qu'il y a un double problème, c'est-à-dire que généralement, effectivement, ils perdent de l'argent sur une console, donc ça c'est classique, mais en plus, s'il y a un problème sur les composants, ils vont les payer plus cher. Donc c'est-à-dire ils vont perdre plus d'argent sur chaque console. Donc il risque d'y avoir un deuxième problème pour Sony. Donc voilà, mais à voir sur les prochains trimestres. On va parler podcast maintenant parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est de plus en plus médiatisé. Alors ça existe depuis très très longtemps les podcasts, notamment aux États-Unis où ça fait une audience incroyable. Mais ça arrive aussi en Europe et notamment en France. Et aussi il y a de nouveaux acteurs, Nicolas, qui s'intéressent aux podcasts. On le voit maintenant, les services de streaming musical maintenant ont tous des podcasts, que ce soit Amazon, avec Amazon Music, Deezer, Spotify. Le podcast, c'est un marché très intéressant parce qu'en effet, ça existe depuis longtemps. C'est sûr que c'est beaucoup plus puissant aux États-Unis qu'en France, même s'il y a de plus en plus de médias qui s'y lancent. Mais c'est surtout un marché gratuit. C'est quand quelqu'un fait un podcast, c'est de la promotion pour un média, c'est de la rediffusion d'un contenu qui est diffusé ailleurs. Mais c'est pas un contenu qui rapporte de l'argent à son créateur, à quelques rares exceptions près, avec de la publicité par exemple. Ce qui se passe depuis 2 semaines, c'est assez intéressant, c'est qu'on a 2 grosses entreprises qui veulent monétiser le podcast. La première, c'est Apple. On en a parlé la semaine dernière, ils proposent des services d'abonnement. L'idée, c'est que par exemple, nous, sur 01 TV, sur 01net, on puisse créer un abonnement à 3 € par mois qui permet d'accéder à plein d'émissions exclusives, à plein de replays, et comme ça permet aux gens qui nous écoutent de nous supporter. Dans tous les sens. Supporter. Exactement, dans tous les sens. Très bonne remarque. 3 € pour nous supporter, ça va, c'est pas très cher, franchement.
Bien sûr, Spotify, qui est le principal rival d'Apple aujourd'hui sur le podcast, qui va pas tarder normalement à le dépasser d'ailleurs en termes d'audience. C'est logique, hein, évidemment, ils sont sur beaucoup plus de plateformes que Apple, qui est limité à son environnement. Spotify veut faire pareil et avoir ses propres podcasts. Maintenant, ce que je trouve très amusant dans leur décision, c'est qu'ils ont décidé de contrer le modèle d'Apple en ne prenant pas de commission. Apple, ils prennent 30% sur les abonnements. Spotify, ils disent, nous, jusqu'en 2023, on prend 0, et en 2023, on prendra 5%. Donc, ils essayent de dire, on est les gentils, venez chez nous. Après, il y a quand même une limite à tout ça. Je pense que c'est ce qui risque de leur faire du mal, et je pense pas que ça va marcher, leur système au début. C'est qu'on ne pourra pas s'abonner à un podcast directement dans Spotify, parce que Spotify a peur des achats intégrés, parce qu'Apple risque de prélever 30%. Ah oui, c'est ça. Et ça, c'est toute la guerre, en fait, de cette histoire. Donc, tous les depuis mon procès iPhone, par exemple, je pourrais pas souscrire à un podcast payant dans l'appli Spotify. Non, ni sur l'iPhone, ni sur un smartphone Android. Il y aura un lien vers un site internet qui vous redirigera sur la plateforme Anchor, qui est un site en fait réservé pour les créateurs de podcasts que Spotify a racheté. Tout est lié finalement. Et c'est sur Anchor que vous donnerez vos coordonnées de carte bleue, que vous lirez justement votre abonnement Spotify à l'abonnement que vous venez d'acheter, et vous reviendrez sur Spotify pour l'écouter. Mais ça va pas énerver Apple, cette histoire-là ? Est-ce qu'ils peuvent pas essayer de taper sur les doigts de Spotify avec ces petites magouilles ? Je pense que là où la magouille est forte, c'est qu'on va pas sur le site de Spotify pour payer, on va sur le site d'Anchor. Donc techniquement, Spotify, c'est un partenaire, c'est pas lui, donc je pense qu'il peut jouer là-dessus. Mais s'ils ont racheté encore, bon, c'est un peu quand même. C'est un peu limite, on est d'accord. Mais c'est-à-dire avec les procédures en cours en Europe et aux États-Unis concernant justement l'App Store et le fait qu'on soit obligé de passer par l'App Store pour justement payer à chaque fois, je pense qu'Apple va avoir du mal aussi de bouger parce que c'est pas le moment en tout cas. Le moment est pas le bon. En revanche, pour ajouter un petit truc sur ce que disait Nicolas, Spotify a aussi une autre stratégie qui aujourd'hui diverge par rapport à celle d'Apple, c'est que un peu comme Netflix. Spotify peut acheter ce qu'on appelle des originals auprès de producteurs. Donc en gros, des producteurs, ils se mettent autour d'une table, ils se disent tiens, si on faisait ça, et à ce moment-là, Spotify les achète clé en main, mais les met gratuitement sur la plateforme Spotify. Donc c'est un autre modèle de rémunération pour les producteurs. En fait, on s'achète une incarnation, quoi, un présentateur, une marque de podcast, etc. Voilà, un podcast. Spotify original n'est pas sur Apple, n'est pas sur Deezer. Exactement. Alors ils peuvent s'acheter une saison, 2 saisons, 3 saisons. Alors soit c'est en exclusivité. Ça, c'est un premier modèle. Soit un deuxième modèle qui est vraiment Spotify Originals. Là, c'est co-créé avec la plateforme. Et donc là, ça permet de rémunérer les producteurs directement, sans rémunération publicitaire. Ouais, c'est pas mal, ça aussi. Mais Apple ne le fait pas. Alors, aux États-Unis, Spotify a déjà signé avec Michelle et Barack Obama, quand même. Donc, Kim Kardashian, pour ceux qui préfèrent Kim Kardashian. Qui débutent dans exactement. C'est vraiment l'intellectuel, quoi. Là, exactement. Et donc, ils ont mis déjà beaucoup d'argent sur la table. À ma connaissance, Apple ne fait pas ça aujourd'hui et n'a pas l'intention pour l'instant de le faire. Donc, on voit quand même une différence entre les deux. On parlait de Netflix, d'Amazon, etc. Quelle razzia aux Oscars. C'était il y a quelques jours et finalement, cette pandémie aussi a accéléré en fait, les productions de tous ces géants de l'Internet qui ont raflé, je ne sais plus combien de statuettes, mais c'est monstrueux, je crois 18 ou quelque chose comme ça en tout. Oui, alors pour Netflix, c'est 7 déjà. Ouais. Donc 7. C'est une première pour Netflix. Oui, autant c'est une première. Ouais, notamment Mank, qui est lié au film d'Orson Welles, de Citizen Kane. Et puis réalisé par Fincher, je crois. C'est ça, exactement. Et puis le documentaire pour ceux qui l'avaient vu, qui est alors là j'ai un trou de mémoire au moment où c'était l'intelligence de la pieuvre. Non, c'était pas ça le nom exact. Oui, il y a pieuvre dans le nom, en effet. Voilà, c'est ça, il y a pieuvre, c'est sûr. Mais, et donc voilà, ils ont reçu 7 Oscars. Amazon en a reçu 2 pour Sounds of Metal. Disney Plus en a reçu encore pas mal, avec notamment Soul, qui était mis directement sur la plateforme Disney Plus. Et Nomadland, qui a été donc le meilleur film, a été diffusé directement sur Disney Plus aux États-Unis, pas en Europe. En Europe, je pense qu'il sortira directement en salle. Mais on voit aujourd'hui que les plateformes sont vraiment pris place dans l'écosystème, et même Facebook a gagné indirectement donc son premier Oscar avec Colette, donc qui est lié à l'histoire de cette résistante française en plus. Donc c'était lié justement à un jeu vidéo, un célèbre jeu vidéo, et c'était un documentaire qui a été porté sur Oculus, donc la plateforme avec le casque de réalité virtuelle, qui a gagné aujourd'hui cet Oscar. Donc c'est aussi une reconnaissance pour le monde du jeu vidéo, donc ce qui est assez étonnant, et c'est surtout une première. Ce qui montre aussi l'écart et la différence qu'il y a entre les Oscars et les Césars. On ne verrait jamais ça en France. On voit ça en France. Non, au Festival de Cannes, les films de Netflix sont hués. Ils sont même bannis aujourd'hui, donc c'est un peu différent. C'est notre particularité française, qu'elle soit bonne ou pas. Moi, j'ai un petit avis, mais je ne vais pas le donner. Mais
Voilà, tu veux compléter là-dessus? On a Oui, tout dit. ouais, Emmanuel a tout dit, mais Voilà. à voir en fait, maintenant que les films prévus par les studios qui devaient arriver au cinéma vont revenir, est-ce que ça va être aussi fort l'année prochaine? Franchement, je pense pas que ce soit dû à un effet de mode et que ce soit dû à l'absence de James Bond et compagnie au cinéma. Je pense que les plateformes aujourd'hui, elles sont essentielles à l'industrie hollywoodienne, et au contraire, même avec les cinémas ouverts, ça va continuer à monter en puissance et ils vont continuer à gagner. Tiens, on va parler maintenant de souveraineté en matière d'Internet avec cette news aussi qui est tombée cette semaine, et c'est Eutelsat qui, vous le savez, est un opérateur de satellite important, français, je crois, ou européen. Français, ouais. Français, Ouais. qui entre au capital en fait de OneWeb. Alors OneWeb, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est un projet très ambitieux d'internet par satellite, avec comme projet de couvrir la Terre entière, un peu comme Starlink, etc. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, non, cette arrivée d'Eutelsat dans ce projet de OneWeb? Oui, alors il faut juste rappeler, OneWeb était en faillite, en pseudo-faillite, puisque c'était SoftBank, donc le groupe japonais qui était au capital, qui s'en est retiré, et parce que ça coûte extrêmement cher de mettre en place des constellations comme ça de satellites. Évidemment. À orbite basse. Parce qu'en plus, il faut lancer des milliers de satellites. Des milliers. Comme c'est en orbite basse, ils tombent assez vite, donc il faut les relancer. Ouais. Donc voilà, ça coûte un peu... c'est embêtant. Et puis il faut des gens pour les rattraper. Plus vite que quand on est en plus haute altitude, en tout cas. Et donc voilà, c'est des investissements, ce qu'on appelle des capex, qui sont massifs avant de pouvoir commencer à engranger du chiffre d'affaires. Donc il faut avancer beaucoup de capitaux. Et donc en l'occurrence, après cette faillite, le gouvernement britannique avait pris une part du capital, et puis le groupe indien Bharti également. Et donc là, effectivement, Eutelsat fait son entrée au moment où la Commission européenne pousse la création d'une constellation européenne pour justement ne pas dépendre de Starlink demain, des Américains, et de la Chine aussi, qui pousse pour sa propre constellation de satellites chinois. Et Jeff Bezos aussi qui a son projet d'Internet exactement. Par satellite aussi. Donc c'est un peu la guerre des constellations de satellites. Alors c'est l'Angleterre qui investit beaucoup, d'après ce que j'ai compris. L'État. C'est l'État. Et donc Eutelsat qui a mis 550 millions. Donc effectivement, Eutelsat représente l'Europe, puisque l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe. Et donc on peut dire que c'est un peu d'Europe qui reprend un peu la main sur donc il n'y a pas de Brexit concernant l'Internet par satellite finalement. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on s'entend bien. Déconnecté, ça c'est prévu. Nicolas, plutôt une bonne nouvelle ça? Oui, je suis partagé moi sur tout ça quand même. Je comprends l'intérêt, parce qu'il ne faut pas avoir le point de vue franco-français. Avec nous, on a la fibre, on a la DSL, on n'a pas tant de soucis et tout. Il y a plein d'endroits du monde entier qui ne peuvent être connectés que par ça. Mais le fait que ça devienne une grande bataille avec plein de concurrence, avec plein de services, alors qu'on sait que la pollution spatiale, elle va être immense, que ça va... Elle est déjà, mais ça va commencer à être de plus en plus visible. Déjà qu'on voit pas beaucoup les étoiles, c'est dommage. Enfin, c'est un avis très bobo. Mais quel romantique, ce Nicolas. Non, mais il y a des gens qui... Tu as raison. Je pense qu'à ne pas réguler ça, c'est bien que les États financent, mais si on finance 10 projets, qu'au final tout le monde a des services concurrents, qu'il y en a qui flopent et qui du coup n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais qui sont quand même dans l'espace, on va, je sais pas trop où on va avec ce système, mais je me demande si on devrait pas, qu'il y ait un système européen, un système américain, oui, comme une chinois, espèce de GPS. Alors GPS américain, mais exactement, ça peut... Oui, mais il y a GPS, il y a GLONASS, il y a Galileo, Beidou en Chine. J'ai réussi à tous les dire. Je suis impressionné par cette mémoire. Il y a un Indien, je crois encore. Mais il a eu sa thèse GPS il y a quelques années. J'ai une thèse GPS, mais c'est vrai que ça serait... Je comprends pas trop pourquoi on laisse autant les privés aller aller mettre des milliers de satellites dans l'espace. Moi, ça me dépasse complètement cette histoire. Bon, on suivra ça de près en tout cas. Voilà une actu très intéressante commentée par deux journalistes non moins intéressants. Merci beaucoup Emmanuel Paquette de l'Express et Nicolas Lelouch de 01net.com. Vous restez avec nous. On va parler radio maintenant. Alors la radio qui est un vieux média qui est un peu malmené par Internet, par les GAFA, aussi par cette pandémie. On va en parler avec un vrai connaisseur, un vrai homme de radio. Il s'agit d'Alain Veil qui sera mon invité dans un instant. Ça sera la suite de quoi je me mêle. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.